je vais essayer de vous donner quelques éléments de réflexion sur la philosophie globale du projet qui est le nôtre, du projet présidentiel. Suite à ça, bon, c'est plus intéressant d'avoir un peu un échange avec la salle pour que les choses soient un peu vivantes, sachant, et pour éviter en plus les siestes après le repas, c'est plus convivial. Alors, première idée que je veux développer, bon, vous pouvez retrouver le discours qui a été le mien aux Assises de Lyon, dans le cadre duquel j'ai présenté effectivement la philosophie globale du projet. Il est disponible sur Internet, donc vous pouvez aller le réécouter ou l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça donne quand même des éléments à la fois de structuration et sur la méthodologie qui a été suivie pour la rédaction de ces 144 propositions. Il faut savoir que ces 144 propositions, c'est la substantifique moelle de tout un travail commis en amont qui a rassemblé effectivement plusieurs cercles. D'abord les CAP, évidemment, le programme de 2012 aussi, le travail des collectifs et plus récemment le travail des Horaces. Je rappelle que les Horaces, dont je suis le porte-parole, est un cercle de hauts fonctionnaires et de cadres supérieurs du privé qui, depuis maintenant 1 an et demi, soutiennent et appuient la candidature de Marine à l'élection présidentielle. Et donc évidemment, ce sont des gens qui ont une très grosse expérience. Nous avons beaucoup de hauts fonctionnaires de Bercy, notamment, qui ont travaillé sur le chiffrage. Nous avons des magistrats de la Cour des comptes, nous avons des hauts fonctionnaires de tous les ministères, ou à peu près, mais également des gens qui sont des grands capitaines d'industrie, des cadres de grands groupes du CAC 40, etc. Donc, autant de profils, si vous voulez, qui, par leur expérience et leurs compétences, ont apporté des éléments extrêmement précieux pour la solidité de notre projet. Alors, pourquoi nous avons limité le projet à 144 engagements ? D'abord, mon titre exact, c'est coordinateur du projet présidentiel et non pas du programme. Et les mots ont un sens. En 2012, nous avions un programme. En 2017, nous avons un projet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un programme, c'est une entreprise qui, à la fois horizontalement dans le nombre de thèmes qui sont choisis, mais également verticalement dans le niveau de granularité auquel on descend, est un exercice extrêmement lourd. Donc les thèmes sont très variés. Donc par exemple, on avait une partie sur les anciens combattants, une partie sur les spectacles et arts de la rue, enfin bon, il y avait tout, beaucoup de choses. Et donc du coup, le problème c'est que le projet ou le programme que vous présentez, ça sert en fait de point de départ au débat électoral. Donc si on descend à un niveau de complexité et de technicité très bas, les journalistes et les médias et le débat public va commencer à ce point-là et va descendre encore plus bas dans le détail, ce qui fait que, effectivement, le message final pour la compréhension de notre projet peut se trouver brouillé, parce qu'au bout d'un moment, ça devient un débat de spécialistes et que l'électeur moyen peut se sentir perdu, ou en tout cas, il n'a pas une bonne vision, une bonne compréhension de l'économie globale de notre programme. Donc nous avons fait le choix pour 2017 de corriger un peu le tir, si j'ose dire, et de faire un projet qui, plutôt que de donner, je dirais, des éléments très précis, très détaillés, donner une vision de la France, formuler une ambition nationale à partir de quelques grands thèmes bien définis, sachant que par la suite, à la fois les différentes conférences présidentielles que fait Marine, un certain nombre de fascicules présidentiels qui vont venir compléter le projet sur des thématiques bien précises, mais aussi, bien entendu, le débat électoral avec la presse, vient effectivement détailler et donner aux citoyens et tous les éléments qui lui permettent de comprendre notre logique d'ensemble. Ça, c'est pour la méthodologie. Maintenant, sur la philosophie de notre projet. Notre projet est un projet de gouvernement. Ce n'est pas un projet de gouvernance. Un projet de gouvernement, ça veut dire que nous entendons rétablir les outils de souveraineté
nous permettant de gouverner. Et en ce sens, nous sommes les seuls à proposer cela. C'est-à-dire en gros que tout se passe aujourd'hui comme si les candidats brandissaient des symphonies écrites sur le papier et vous promettaient qu'une fois qu'ils seront au pouvoir et qu'ils joueront ces symphonies, bien vos oreilles vont apprécier la douce mélodie de ces symphonies et vous allez être conquis. Sauf que Marine est la seule qui prévoit de d'abord récupérer les instruments de musique permettant d'exécuter cette symphonie. Tant et si bien que dans la première partie de notre projet, intitulé « La France libre », donc l'indépendance nationale, nous envisageons effectivement de restaurer les principes et les outils de la souveraineté nationale qui seuls peuvent ensuite nous permettre d'exécuter ce projet. Parce qu'à la vérité, les autres candidats, faute d'outils de souveraineté, ils vous promettent des tas de choses, mais ils ne pourront pas les mettre en œuvre. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Quelqu'un comme Sarkozy, avec tout le dynamisme et toute l'excitation qui était la sienne, n'a rien pu faire parce qu'il avait omis de récupérer le moteur et de le mettre dans la voiture. Alors bien sûr, il avait beau appuyer sur la pédale, eh bien la voiture n'avançait pas. Voilà. Donc nous, si vous voulez, notre projet, c'est un projet de gouvernement, c'est-à-dire que... Et alors ça change beaucoup de choses, pas seulement sur l'exécution du projet, ça change tout. Parce que en gros, nos adversaires, les autres candidats à la présidentielle, eux, ce sont en réalité les managers de la Bérésina. C'est-à-dire tout ce qu'ils proposent comme politique, c'est de baisser de 2 points tel type d'impôt pour le récupérer en augmentant tel autre type d'impôt, ce genre de choses. Donc en gros, ils ont acté l'idée qu'en fait on raisonne à périmètre constant pour tout, que la taille de l'économie est à périmètre constant, que le chômage actuel, on n'envisage pas qu'il baisse substantiellement, bon, ça reste pareil, le taux d'emploi reste le même, le taux de création de richesse annuelle reste le même parce qu'on ne peut plus l'influencer, et donc en fait ils raisonnent à partir d'un modèle qui est un modèle castrateur. C'est un modèle, leur projet, en tout cas leur programme, c'est un programme qui vise à gérer l'existant, fût-il dramatique. Nous avons beaucoup plus d'ambition que cela. Nous disons, si on restaure le pilotage manuel de l'avion France, et si nous avons dans nos mains les outils qui nous permettent de le piloter, tout ce qui est considéré comme hypothèse de départ deviennent en réalité des champs d'action. Nous ne prenons pas comme hypothèse de départ un chômage à 10% qui ne baisse pas. Au contraire, pour nous, c'est un domaine d'action. Nous ne prenons pas comme hypothèse de départ que la pauvreté est là et qu'il faut juste saupoudrer des aides parce que de toute façon, nous n'avons pas intrinsèquement les moyens de la faire baisser. Tout ce qu'ils prennent comme hypothèse de départ et comme donnée du problème, pour nous, ce sont des champs d'action, des champs sur lesquels nous entendons, avec le retour de la politique, le retour du volontarisme politique, agir dessus pour essayer de relancer la machine et d'agir sur le périmètre lui-même. Plutôt que de partager la Bérésina, on va augmenter le gâteau. D'accord ? Alors, évidemment, dans ce projet, je ne sais pas les questions que vous voudrez me poser tout à l'heure, mais je pense que l'un des sujets qui est le plus attendu, c'est notre projet économique, notre programme économique. Alors, souvent j'entends des gens qui me disent « mais votre projet économique, quand même, il est quoi? Il est libéral ou il est plus à gauche ou plus à droite ?» Mais il n'est ni l'un ni l'autre, ou plutôt les deux à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, il ne vous a pas échappé que la scène politique française, depuis ces 20 ou 30 dernières années, a connu ce que j'appelle un mouvement de sinistrisation, c'est-à-dire un mouvement de décalage vers la gauche.
Je m'explique. Aujourd'hui, la ligne politique de Marine, c'est grosso modo la ligne qui était celle du RPR à la fin des années 70, c'est-à-dire très eurosceptique, très, je dirais, très sceptique également vis-à-vis de l'immigration incontrôlée, très volontariste, très gaullien en quelque sorte, et d'ailleurs Marine cite souvent le général de Gaulle dans ses discours. Le RPR, c'est-à-dire devenu l'UMP, c'est en réalité une UDF, c'est l'UDF des années 80. C'est l'UDF de Raymond Barre, etc. C'est un parti qui s'est centrisé, en quelque sorte, centré. Et l'UDF, c'est-à-dire le centre-droit, etc., s'est macronisé, c'est-à-dire il est devenu, enfin, il est passé également à gauche. Et donc, dans notre nouvel axe politique, notre curseur est très simple. L'intervention de l'État est fonction croissante de la fragilité des structures et des personnes. C'est-à-dire que nous entendons, et nous l'assumons, porter l'essentiel de l'effort de gouvernement sur les petites et moyennes entreprises, sur les classes populaires et les classes moyennes, en excluant de facto, effectivement, les gens qui ont un gros patrimoine ou les gens ou les grands groupes, par exemple, du CAC 40, parce que, par définition, l'État étant le bien de ceux qui n'ont rien, il est normal que plus les gens ont besoin, plus l'intervention de l'État doit se faire forte pour protéger. D'accord ? Donc, en ce sens, notre ligne politique ne vise pas à remplacer une idéologie par une autre. Notre programme politique, notre projet politique vise tout simplement à, en rétablissant les outils du pilotage manuel, de faire du réglage fin, c'est-à-dire de voir où l'intervention de l'État doit prioritairement porter et où, pour le coup, elle doit être plus secondaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si on prend par exemple l'une des grandes mesures qui était le CICE, le crédit impôt compétitivité emploi, qui était pour l'instant, dont toutes les entreprises bénéficiaient pour tous les salariés aux revenus inférieurs à 2 fois le SMIC, eh bien nous entendons transformer le CICE en baisse de charges exclusivement pour les PME, TPE, PMI, etc. Parce que, effectivement, ce sont les entreprises qui créent le plus de travail en France, et 2, ce sont les entreprises qui souffrent le plus de l'excès de réglementation, de l'excès de taxation, etc. La même philosophie prévaut pour les indépendants lorsque nous envisageons, par exemple, de supprimer, d'abroger le RSI et de supprimer également les arriérés concernant le RSI. Donc nous n'avons pas un projet ni libéral, on ne raisonne pas à partir de réflexes idéologiques. C'est vraiment un projet, compte tenu de la restauration des moyens d'action, c'est un projet pragmatique. Les autres raisonnent sur des idéologies, parce que précisément, ils n'envisagent pas de récupérer les outils de souveraineté. Donc ils sont dans l'idéologie, ils veulent remplacer une idéologie par une autre, et souvent, ce remplacement d'ailleurs est purement fictif. En réalité, ils cherchent simplement à maquiller l'idéologie actuelle pour mieux la perpétuer. S'agissant effectivement de la sortie de l'euro, je tiens ici à préciser qu'il ne faut pas se tromper de débat. Aujourd'hui, le 23 avril et le 7 mai, ce sont les élections présidentielles. Nous votons pour un président de la République. Nous ne votons pas pour le maintien ou la sortie de l'Union européenne ou de la zone euro. Dans notre projet, c'est clair, nous sommes en parfait démocrate. Nous avons prévu qu'un autre référendum, une autre échéance électorale décidera de la stratégie de la France vis-à-vis de la zone euro et vis-à-vis de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que c'est le référendum du 20 septembre 1992 qui, en donnant 51% au traité de Maastricht, à la validation du traité de Maastricht, a enclenché la procédure d'unification monétaire. Et donc, en bon démocrate, nous pensons que ce que le peuple a fait, seul le peuple peut le défaire. Et dans la parfaite symétrie des formes, ce qu'un référendum a fait, un autre référendum doit le défaire. Donc, l'élection de Marine Le Pen
ça vaut pas, ça ne tranche pas en tant que tel la décision sur l'euro ou sur l'Union européenne. Il va y avoir un débat national, comme ça s'est passé exactement pour la Constitution européenne. Rappelez-vous, la Constitution européenne, 8 mois après, on était à 60% de gens qui disaient oui à la Constitution européenne. Quand il y a eu le débat, que les citoyens ont pu s'informer calmement pendant plusieurs mois sur une seule et unique question à laquelle il y a eu les arguments pour, les arguments contre, c'est un débat d'ailleurs qui a passionné la France, pour ceux qui s'en souviennent, et bien au final, avec 70% de participation, les Français ont rejeté la Constitution européenne à 55%. Aujourd'hui, on vous dit exactement la même chose. On vous dit, ah oui, mais vous savez, les Français ne sont pas favorables à la sortie de l'euro. Ils viennent encore de dire que 70% sont au contraire favorables à l'euro. Mais évidemment, parce que c'est quoi le débat aujourd'hui? Moi, je n'ai pas entendu parler de débat sur l'euro. Et la stratégie, je dirais, des faiseurs d'opinion et de nos adversaires politiques est assez implacable. Je me suis retrouvé plusieurs fois face à des journalistes qui commencent en fait par me dire la sortie de l'euro, ça va être la multiplication par 10 de la valeur des prêts immobiliers des Français, ça va être une inflation galopante, ça va être l'asphyxie financière de l'État, ça va être... etc. Pourquoi vous voulez leur infliger ça? Alors évidemment, au départ, moi je tombais un peu dans le panneau, parce que bon, je n'ai pas trop l'habitude de parler aux médias, et donc j'essayais d'expliquer économiquement, ça tombe bien, parce que en plus je suis économiste, essayer de démonter les arguments. Mais ils ne voulaient jamais aller jusqu'au bout. Et pour démonter ce genre d'arguments, il faut quand même quelques secondes pour décliner l'enchaînement économique permettant de démonter ça. Et donc en fait, ils sont pas dans la tentative d'explication, ils sont dans l'oukase, ils sont dans ce que j'appelle le projet peur. C'est-à-dire en gros, peu importe ce que vous répondiez à ça, l'essentiel c'est que dans la tête des gens, de ceux qui sont devant leurs écrans, ils retiennent l'inflation galopante, la perte de pouvoir d'achat. C'est l'effet final recherché. C'est pas la tentative de compréhension ou un débat économique structuré et rationnel qui permette aux uns et aux autres de dire ce qu'ils ont à dire. Pas du tout. C'est vraiment le projet peur. C'est exactement ce qui s'est passé au moment du Brexit, et c'est exactement ce qui s'était passé d'ailleurs la veille de l'élection de Donald Trump, etc., etc. Donc, maintenant, c'est clair, quand on me dit des choses comme ça en exergue à une interview télévisée, et puis vous-même d'ailleurs, lorsqu'on vous balance des choses comme ça, il faut tout de suite répondre en disant, mais attendez, ça c'est la conclusion d'une démonstration, ce que vous êtes en train de me dire. Est-ce que vous pouvez me décrire comment économiquement on arrive à ça? Vous dites que, par exemple, prenons morceau par morceau, vous dites que la sortie de la zone euro va avoir pour conséquence une inflation galopante. Ça, c'est la conclusion d'une démonstration, ce n'est pas un point de départ. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Montrez-moi économiquement l'enchaînement économique qui part d'une sortie d'une monnaie unique, d'un rétablissement de la monnaie nationale, jusqu'à ce que vous dites, c'est-à-dire l'inflation galopante. J'ai envie de comprendre, juste pour savoir. Et bien là, vous n'aurez plus personne devant vous. Vous n'aurez plus personne devant vous, et je l'ai déjà essayé. Pareil pour l'explosion du coût du crédit immobilier, qui nous explique. Ils veulent qu'on leur réponde, mais on ne peut pas répondre à du non-sens, ou en tout cas à des choses qui eux-mêmes n'ont pas démontré. Il ne faut pas inverser la charge de la preuve. Si la question c'est « Expliquez-nous quelles sont les conséquences de votre sortie de l'euro », c'est autre chose, ça. Ça, c'est le débat de journalistes, ou en tout cas de médias, ou d'adversaires qui veulent comprendre l'enchaînement et qui veulent avoir un débat à la loyale. Mais si on part en vous balançant à la figure des résultats qui n'en sont pas d'ailleurs, mais juste avec le seul objectif recherché qui est de faire rester dans la tête des gens des prophéties apocalyptiques, ce n'est pas un raisonnement économique. Ce n'est pas un raisonnement économique. En l'espèce, je ne sais pas si vous le souhaitez, mais on peut en prendre quelques-uns. Par exemple, un premier argument, les gens vous disent, mais la sortie de la zone euro va avoir un coût énorme. Alors, ok, mais est-ce qu'on a déjà calculé le coût du maintien de l'euro? Parce que ça tombe plutôt mal, parce que justement, le coût du maintien dans la zone euro, on le connaît. Puisque depuis là, on n'en parle plus.
parce que c'est devenu un sujet tabou. Mais en réalité, chaque année qui passe, on continue à renflouer et à tenir à bout de bras la zone euro. La Banque Centrale Européenne a même été obligée de s'asseoir sur les dispositions des traités, à savoir l'interdiction de financement des États, pour pouvoir sauver la zone euro. Et en ce moment même, la Banque Centrale Européenne fait ce qu'on appelle des assouplissements quantitatifs, c'est-à-dire qu'ils impriment à tour de bras des billets pour essayer de sauver la zone euro en tentant d'éviter qu'elle bascule dans un cycle déflationniste. Donc tout ça coûte de l'argent. La France, à travers les différents fonds qui ont été mis en place pour envoyer un signal fort au marché, comme quoi donc on allait sauver la zone euro, la France est caution solidaire pour des sommes de plusieurs dizaines, peut-être centaines de milliards d'euros, appelables à tout moment en cas de grande faillite bancaire systémique ou en cas de défaut d'un pays. Donc, le maintien de la zone euro ne dépend pas simplement de la décision d'un pays d'en sortir. Ce n'est pas parce que demain, la France va voter de rester dans la zone euro que tout va bien, Madame la Marquise, et que la zone euro va se perpétuer comme ça. La vérité, c'est que la zone euro est traversée par des risques terribles, des risques très forts. Le problème, par exemple, du risque bancaire italien, novembre de l'année dernière, 4 banques régionales italiennes ont fait faillite. 3,7 milliards d'euros de pertes, dont une partie d'ailleurs a été, dans le cadre de l'Union bancaire européenne qui a été mise en place en 2014 et qui prévoit que désormais le renflouement des banques ne se fait pas par les États, mais se fait par les actionnaires d'abord et par les épargnants ensuite, ceux qui détiennent plus de 100 000 euros dans leur compte. Ces banques italiennes-là, eh bien, les déposants de ces banques ont été appelés à contribution, avec ce drame du suicide d'un retraité qui a fait grand bruit en Italie, qui s'est vu soulagé d'une somme de 120 000 euros dans le cadre du sauvetage de sa banque. Donc, la zone euro est devenue une nasse dans laquelle est enfermés aujourd'hui les épargnants à leur corps défendant, hein, puisqu'on ne le sait pas. L'Union bancaire européenne, d'ailleurs, c'est la loi Sapin 2 en France, a été transposée dans notre droit national, avec une menace sur vos assurances vie, en tout cas sur votre capacité à retirer de l'argent en cas de problèmes sérieux. Et encore une fois, je reviens à l'idée initiale. Notre projet, c'est le gouvernement. Mais gouverner, c'est prévoir, chers amis. Gouverner, c'est prévoir. Et en ce sens, la seule qui propose de gouverner, c'est Marine, parce que nous avons prévu. Nous prévoyons que, compte tenu des risques endogènes, c'est-à-dire intrinsèques à la zone euro, qui sont indépendants de la décision politique d'en sortir ou d'y rester, il y a le problème, je l'ai dit, des banques italiennes, des banques espagnoles également, il y a le problème grec, qui n'est toujours pas résolu. Nous allons à la catastrophe. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend la catastrophe finale, c'est-à-dire l'explosion de la zone euro, et on dit on va chercher dans l'urgence des solutions qui permettront de protéger, etc. Ou est-ce qu'on ne prévoit pas, parce que c'est quand même ça le rôle d'un véritable homme politique, c'est de dire de voir ce qui va se passer et de dire prenons dès à présent les mesures de sauvegarde qui nous permettent les solutions les moins douloureuses. En gros, notre projet consiste, en tout cas pour l'euro, à dire sautons ensemble avec nos partenaires européens dans des canaux de sauvetage, plutôt que de rester sur le Titanic en demandant aux gens de ne pas se laisser endormir par l'orchestre. Voilà. Allez-y. Oui, allez-y. Non, c'est bon, je vois. Merci. Je pense qu'il y a, depuis le début, la formulation utilisée par Marine Le Pen n'est pas bien perçue par l'ensemble des citoyens français. Parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit ce qui bloque, c'est que ça bloque. Et les Français ne veulent pas sortir de l'Europe en grande majorité. C'est ça qui bloque. Tout le reste, mais moi je crois pas. Moi je vous explique, la formulation utilisée n'est pas bien perçue. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas juste, mais elle n'est pas bien perçue. Donc si vous voulez sensibiliser davantage les gens, il faut modifier cette formulation. C'est ce que j'essaie de faire. Voilà, non mais j'explique que c'est à votre niveau, oui, mais au-dessus, dans le
le peu qui reste dans le débat, il faut essayer à faire modifier cette formulation. Mais parce que je suis d'accord avec vous, mais ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on est en train d'essayer de transformer, en tout cas en ce qui concerne Marine, on est en train d'essayer de transformer l'élection présidentielle en référendum pour ou contre l'euro. Or, j'ai bien expliqué que il s'agit là, le 23 avril, ce n'est pas un référendum pour la sortie de l'euro. C'est bien pour ça que vous allez, là, le 23 avril et septembre, vous allez voter pour un projet présidentiel. Évidemment, notre projet présidentiel, c'est un projet de restauration de notre souveraineté. Qu'est-ce que c'est la souveraineté? La souveraineté, c'est juste notre liberté collective. Parce qu'en fait, et ça c'est un autre argument, on a tort de penser, si vous voulez, que la question de la souveraineté monétaire, c'est juste une question, je dirais, technique ou complexe ou économique. Excusez-moi de vous interrompre. Ce que vous dites, c'est que je vous suis, personnellement je suis. Mais non, mais la majorité des gens n'ont pas la même approche, le même regard, la même connaissance que vous. Donc vous sachiez qu'il faut... Mais je le sais, ça. Je le sais. Non, mais je ne dis pas, vous savez. Non, mais je le sais. Je le sais, mais le problème, c'est que, si vous voulez, autant, c'est ce que j'expliquais au début, autant on peut... Il faut modifier cette formulation. Mais oui, mais parce que le problème, si vous voulez, c'est que, j'ai expliqué ça tout à l'heure. Aujourd'hui, sur, par exemple, nos mesures en matière d'immigration, moi, je reçois et je traite des dizaines de questions sur le projet, à la fois de la part de journalistes français et étrangers, mais également de citoyens. En réalité, sur l'immigration, on reçoit quasiment plus de questions. Même des choses qui auraient fait pousser des cris d'orfraie il y a encore quelques années, comme les délais de carence ou la préférence nationale. En fait, il y a une réalité à partir de laquelle ce projet est formulé qui fait que, globalement, même les moins convaincus, quand ils voient la réalité, ils sont quand même obligés de reconnaître que sur cette question-là, nous avions raison, et donc voilà, c'est un thème sur lequel notre expertise, on va dire, ou en tout cas notre analyse en amont est aujourd'hui avérée dans la réalité. Donc on n'a plus de questions. Voilà. Le problème avec les problématiques économiques, il est différent. Il est différent d'abord parce que c'est un projet dont aujourd'hui, on peut pas, les conséquences sont impalpables. Donc ça permet de dire tout et n'importe quoi. Autant l'immigration incontrôlée dans certains quartiers, on en voit les ravages, autant la récupération de la monnaie, la souveraineté, etc., comme ce sont des projets, on a du mal à percevoir, si vous voulez. Et donc ça, nos adversaires, le système politico-médiatique l'a bien compris. Donc ils s'infiltrent dans ce qu'ils croient être un point de faiblesse ou une fenêtre de tir, et ils bastonnent. Mais ils bastonnent pas avec des arguments. C'est ça le problème, c'est que autant... C'est ce que disait le grand médecin Avicenne, le médecin arabe Avicenne, qui disait « Si j'ai en face de moi 100 scientifiques, j'arriverai à les battre et à les convaincre. Pardon, oui, c'est ça. Et si j'ai devant moi un seul ignorant, c'est lui qui va finir par me battre. Parce que là, on ne se bat pas contre les arguments, si vous voulez. On se bat contre l'irrationnel. Et c'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est qu'on ne vient pas vous expliquer comment l'euro va ruiner les gens, comment l'euro va entamer le pouvoir d'achat, comment l'euro va asphyxier l'État. Tout ça, ce sont des oukas, ce sont des formules totalement creuses qui n'ont aucune, mais vraiment aucune logique économique. Et le problème, c'est que ces formules-là, espèce de formules, c'est des abracadabra, quoi, voilà. Ces formules-là sont prononcées par des gens qui ont des titres, comme si les titres, finalement, donnaient à eux seuls une sorte de vernis, de scientificité à ces propos-là. Quand vous avez le gouverneur de la Banque de France, qui vous dit que le rétablissement de la monnaie nationale va se traduire par un surcroît d'intérêt sur la dette publique française de 30 milliards d'euros par an, mais c'est un chiffre. J'ai essayé de le recalculer. Aujourd'hui, la France se finance à moins de 2%. Si on veut qu'on atteigne un supplément par rapport aux 200 milliards, un supplément de 30 milliards par an, ça veut dire que nos taux d'intérêt sur les marchés financiers doivent passer de 1,9% aujourd'hui à près de 14%. Mais qui peut croire un truc pareil? Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que les gens vont retenir?
30 milliards d'euros supplémentaires, mais c'est une catastrophe. Il n'a rien expliqué, hein. Il n'a rien démontré. Mais l'effet final recherché, c'est ça. C'est la devanture. Hein. Oui. C'est la même chose avec les gens qui pensent qu'on sort de l'euro. Donc ils veulent pas sortir de l'euro. C'est le même principe. Voilà, c'est ça qui... Oui, mais justement, c'est ça qui bloque. le problème, c'est que compte tenu, si vous voulez, des délais de l'élection, c'est pas à 3 semaines de l'élection qu'on va lancer un débat économique là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on vote pour Marine que la sortie de l'euro va se faire le lendemain, ou même dans 3 mois, ou même dans 6 mois, parce qu'il y a un deuxième rideau. Oui, mais c'est ça qu'il faut bien expliquer. C'est un mais elle l'a dit plusieurs fois. Elle a dit le peuple français sera le seul et unique décisionnaire sur la question de la sortie ou du maintien de l'euro. Le dernier mot reviendra au peuple indépendamment de l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui ont peut-être suivi mon interview sur RFI il y a 2 jours, c'est ce qu'il me dit, le journaliste. Il me dit, mais attendez, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Ça veut dire que finalement, on peut avoir une présidence de Marine Le Pen réduite à 6 mois. Parce que si jamais vous faites un référendum sur la sortie de l'euro et que les Français ne sont toujours pas d'accord, à ce moment-là, elle a promis de démissionner. Je lui dis, mais attendez, la philosophie de notre programme et de notre projet, c'est effectivement de récupérer les instruments de souveraineté pour pouvoir sortir de la France de l'ornière où elle est. Si jamais le peuple en décide autrement, le pouvoir pour le pouvoir, ça ne nous intéresse pas. Et ça n'intéresse pas Marine. Et en ce sens, c'est la seule chef d'État aujourd'hui digne de ce nom. Elle ne veut pas le pouvoir pour le pouvoir, puisqu'elle est prête à y renoncer si le peuple français ne lui donne pas les moyens de l'exercer. Mais qu'est-ce qu'on veut d'autre? Qu'est-ce qu'on veut de plus? On ne peut pas faire plus démocratique que ça. Nous n'envisageons pas, comme tous nos adversaires qui ont endossé des cohabitations, des référendums perdus, et qui se sont entêtés à garder le pouvoir pour profiter des lambris, de la bouffe entre potes, etc. Nous, ça ne nous intéresse pas, ça. Ça ne nous intéresse pas. Ce que veut Marine, c'est ou prendre le pouvoir pour l'exercer, ou ne pas le prendre. Mais est-ce qu'il y a une autre forme de politique? Enfin, on vise ni plus ni moins qu'à redonner les lettres de noblesse à la politique. Le pouvoir ne sert qu'à l'exercer, et si on nous interdit de l'exercer, le pouvoir, enfin en tout cas les attributs du pouvoir ne servent à rien. Donc il faut que ça soit clair. Mais, encore une fois, lorsque la date du référendum sera décidée à l'issue de cette négociation, il pourra y avoir un débat national exclusivement dédié à cette question. Et là, le système sera obligé de tomber les masques, parce qu'on ne pourra plus, comme dans le cadre d'une élection présidentielle où l'on débat de 150 thèmes, de la sécurité à l'immigration, en passant par les relations internationales ou l'agriculture, et puis l'euro au milieu, on ne pourra pas balancer comme ça des formules apocalyptiques destinées à faire peur. On sera obligé, lorsque le débat sera focalisé là-dessus, on sera obligé de détailler, et on sera obligé de répondre à nos enchaînements économiques par d'autres enchaînements économiques. C'est bien pour ça que ce référendum est prévu, pour effectivement clarifier les termes du débat. Pour ça, il faut passer le premier tour. La seconde chose. Il faut passer le premier tour, il faut acquérir ces voix qui ont peur de sortir d'Europe. C'est une question de formulation. Vous avez tout à fait raison. Mais là où je pense Marine a insisté depuis un certain temps maintenant, et que moi et puis d'autres essayons de relayer au niveau local, il n'y aura pas de sortie de l'euro et de la zone euro, ni le lendemain, ni à l'issue. Il n'y a pas de choses imprévisibles. Tout est dans notre projet. Il suffit de lire dans notre projet. Nous avons prévu, après l'élection présidentielle, un cycle de négociation. Qu'est-ce que c'est ce cycle de négociation? Nous allons aller, avec notre diagnostic de la zone euro et de l'Union européenne, aller l'exposer à nos partenaires. C'est pas sûr, parce que j'entends dire, ah oui, mais attendez, les partenaires, ils vont pas du tout être sensibles à ce que vous dites, parce que justement, eux, ils sont dans l'Europe ancienne formule, etc. C'est pas sûr. Il y a pas mal d'élections en Europe avant la fin de l'année, et on sent bien, si vous voulez, que globalement, l'Europe, enfin, je connais pas beaucoup de majorités dans les pays européens prêtes à faire davantage d'Europe. Aujourd'hui, la question, c'est qu'aujourd'hui, la zone euro, personne n'en veut, d'une certaine façon, pas même l'Allemagne. Pourquoi? Parce que
il y a une question qui m'est souvent posée et qui consiste à dire « Ah, mais quand même, votre projet, là, il est quand même un peu extrémiste. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, je sais pas, d'améliorer un peu la zone euro, mais sans renoncer véritablement à la monnaie, je sais pas, un moyen, voilà, de faire un peu, de prendre un petit peu de mesures pour corriger un peu le tir et faire en sorte que... » Alors, d'un strict point de vue économique, oui, il y a un moyen, bien sûr. Il y a un moyen. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la zone euro, c'est une monnaie unique appliquée à une zone où il n'y a pas de peuple au singulier et pas de nation au singulier, et il y a des structures économiques, c'est-à-dire les pays, qui sont divergents, des cycles économiques divergents. Je ne sais pas, faites le test, moi je ne suis pas physicien, mais faites le test. Essayez d'avoir une structure qui tire de tous les côtés et d'essayer de l'attacher avec une corde, au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Le verre d'eau chaude et le verre d'eau froide, ça va craquer. Voilà, ça va craquer. Historiquement, il n'y a jamais eu une monnaie sans nation qui était viable. Toutes les entreprises d'unification monétaire à travers l'histoire qui ont précédé des entreprises d'unification politique se sont toutes, sans aucune exception, terminées par des échecs. La deuxième chose, c'est que le moyen économique dont je vous parlais pour effectivement faire en sorte que la zone euro se maintienne. Aujourd'hui, autrefois, quand vous aviez à l'intérieur de l'Europe des pays qui étaient excédentaires et d'autres pays qui étaient déficitaires, qu'est-ce qui se passait? Par le jeu des taux de change, vous aviez les taux de change des pays excédentaires qui s'appréciaient, les taux de change des pays déficitaires qui, eux, au contraire, plongeaient, les pays déficitaires devenaient plus compétitifs, les pays excédentaires, eux, l'étaient moins, et au bout d'un certain temps, la flexibilité des taux de change permettait d'écrêter à la fois les excédents et les déficits. Aujourd'hui, cette possibilité de rééquilibrage économique n'existe plus. Donc, il nous faut trouver, parce qu'on comprend bien qu'on ne peut pas rester dans une mécanique infernale où les pauvres deviennent plus pauvres et où les pays les plus riches deviennent encore plus riches. C'est-à-dire l'Allemagne cumule les excédents pendant que les pays d'Europe du Sud, et en particulier la France, continuent à cumuler les déficits. Donc la seule façon de sortir l'euro de ce cercle vicieux serait d'imaginer un outil qui permette de contrebalancer la rigidité monétaire, c'est-à-dire la monnaie unique qui existe entre les pays. Ça s'appelle le budget. On crée un budget européen avec des impôts européens qui permettent aux pays les plus riches d'être des contributeurs nets au budget européen et par le jeu des transferts budgétaires, permettre aux pays les plus pauvres de recevoir des transferts budgétaires pour les maintenir à flot. Économiquement, ça se tient, il y a des tas de fédérations qui fonctionnent comme ça. Les États-Unis, l'exemple qu'on cite souvent, c'est le différentiel, par exemple, entre le Massachusetts et la Californie. La Californie, en réalité, finance le Massachusetts par le truchement du budget fédéral américain. On peut demander à l'Allemagne et aux pays de l'Europe du Nord s'ils sont prêts à mutualiser leurs excédents. On peut demander à l'Allemagne aussi de monter son SMIC de 900 euros à 1100 euros. Mais ça n'arrivera jamais. Voilà. Mais d'abord, l'Allemagne ne mutualisera pas ses excédents, et c'est là où on découvre, si vous voulez, juste en essayant de traduire politiquement la seule solution qui permettrait finalement à l'euro de se maintenir, on découvre que derrière les discours grandiloquents sur la solidarité européenne, le fait national est toujours vivace. Et on ne peut pas décréter la solidarité d'un Allemand avec un Grec ou avec un Portugais ou même avec un Français. On peut éventuellement comprendre qu'un Allemand de Bavière peut se sentir solidaire d'un Allemand du Schleswig-Holstein, mais on ne peut pas décréter qu'un Allemand se sente, un Bavarois se sente solidaire d'un Breton ou d'un... etc. Voilà. Donc ça ne peut pas fonctionner. Et donc ça c'est le première raison, c'est interne à l'Europe. C'est pour ça que je vous dis, une monnaie sans nation ne peut pas exister. Parce que la solidarité budgétaire ne peut exister qu'à l'intérieur d'un cadre national. Elle ne peut pas exister à l'intérieur d'un cadre européen, parce que l'Europe, ce n'est pas une nation. Voilà. Et donc, la rive fédérale, puisque là, en fait, on est au milieu du gué, le statu quo est intenable. Ça finira par exploser d'une manière ou d'une autre. Parce qu'au bout d'un moment, lorsque les uns se verront appliquer une austérité ad vitam aeternam, comme c'est le cas pour les pays d'Europe du Sud, et comme c'est aussi le cas pour la France, en tout cas les programmes de Macron et Fillon, c'est ça.
c'est d'acter le fait qu'il n'y a pas de solution, et donc pour continuer à faire en sorte que l'Allemagne maintienne ses excédents, parce qu'elle refuse de les mutualiser, eh bien, nous nous condamnons, juste par idéologie européenne, eh bien, à accumuler les déficits en taillant le plus possible dans tout ce qui peut l'être pour essayer de stopper l'hémorragie, mais ça ne stoppera pas, bien au contraire, ça aggravera le mal. Nous disons tout simplement, la berge fédérale est inatteignable. Le statu quo, nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas d'une austérité ad vitam aeternam pour la France. Donc qu'est-ce qu'on fait? Revenons dans la sérénité, avec calme, actons cette idée que l'euro s'est avéré un échec. Et d'ailleurs, on dit, oui, mais vous promettez le franc, et avec le franc, ça va être la catastrophe. Mais il ne me semble pas que ceux qui nous avaient promis l'euro il y a 15 ans, avec tout ce que devait apporter comme chose positive l'euro en termes de baisse du chômage, de hausse de la croissance, de richesse pour tout le monde, ils sont où ces promesses? Ils se sont autant trompés dans toutes les promesses favorables qu'ils nous ont vendues au moment de l'euro, qu'ils ne se trompent aujourd'hui par toutes les prophéties apocalyptiques qu'ils nous disent en rétablissant le franc. Parce qu'en réalité, ce qu'ils veulent, ce n'est pas une entreprise de liberté, ce qu'ils veulent, c'est de servir un certain nombre de corporations, de lobbies, etc., pour lesquels ces changements-là ne sont pas de très bon augure. Point. Donc, il faut faire attention aussi. Les gens qui donnent des leçons de sérieux, qui donnent des leçons, etc., il faut aller voir un peu leur gestion, leurs promesses, et ce que ça a donné dans la réalité. Nous envisageons d'aller voir nos partenaires européens en disant c'est plus tenable. Nous ne pouvons pas, nous entrons pour la 5e ou 6e ou 7e année consécutive dans une année de très faible croissance en France. Notre chômage n'a pas descendu en dessous de 10% depuis maintenant 6 ou 7 ans. Et notre dette publique, malgré tous les efforts qu'on fait, ne cesse de s'accroître, de même que nos déficits. Donc cette logique-là, elle va nous conduire où à la fin? Qui peut imaginer un seul instant qu'on peut comme ça vivre les gens parlent de retour de la croissance, de retour du plein emploi, mais c'est quoi? Ça tombe du ciel? Il est où le volontarisme politique? Alors je veux bien les gens qui nous disent ah oui, mais attendez, la France c'est un petit pays quand même, et puis bon, on ne peut plus rien faire, qu'est-ce qu'on pèse par rapport à la Chine, etc. Les combats qu'on est sûr de perdre sont ceux que l'on ne mène pas. Donc on ne nous en voudra pas de ne pas avoir réussi, mais on nous en voudra terriblement de ne pas au moins essayer. Nous ne nous satisfaisons pas de la situation actuelle de la France. Nous ne nous contentons pas de cette chute vertigineuse qui est en train de connaître la France et que rien ne semble devoir arrêter. Nous allons rétablir les outils de la souveraineté. Nous allons gouverner la France. Nous allons essayer, par une politique de réindustrialisation, en rétablissant le protectionnisme intelligent, en rétablissant notre monnaie nationale, nous allons essayer de ressortir la France de l'ornière dans laquelle elle est. On réussira, peut-être pas à 100%, mais même si on réussit à 50%, c'est toujours mieux que le statu quo. C'est aussi simple que ça. Donc, on a tout essayé, ceux qui disent on a tout essayé, eux ont tout essayé, et rien n'a marché. Eux ont tout essayé et rien n'a marché. Et pour cause, parce que ils essayaient avec des moulins à vent. Et, chers amis, notre souveraineté, c'est-à-dire notre liberté collective, et c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, cher monsieur, c'est pas un problème simplement technique. Il ne s'agit pas de savoir si la zone euro est une zone monétaire optimale, oui ou non, quelle est la gouvernance de la zone euro qui permet... Non. Tout ça, c'est du cambouis. C'est important, mais c'est du cambouis. En réalité, nos élites, pendant les 30 ou 40 dernières années, ils ont transformé la France en pays mineur, au sens de la minorité légale. Ils ont infantilisé le peuple français. Rendez-vous compte, aujourd'hui, la France est l'un des seuls pays au monde qui ne fabrique plus son argent, qui n'émet plus sa monnaie. C'est comme si on était revenu chez papa et maman, en quelque sorte. On a maman, Banque Centrale Européenne, qui nous donne notre argent de poche, tous les mois. Et nous avons maman Bruxelles qui nous dit comment il faut dépenser cet argent. Et attention, si vous dépensez mal votre argent de poche en achetant trop de sucreries, vous avez des coups de martinet sur les doigts, ça s'appelle les sanctions financières. Et vous avez Tata, Cour européenne des droits de l'homme, qui elle est en charge du cours de catéchisme à la patrie des droits de l'homme. Il faut quand même le faire. Et nous avons Papa OTAN qui, lui, nous désigne dans la cour de récréation qui est notre ennemi et comment
il faut nous battre contre cet ennemi. Eh bien, moi, je ne me contente pas que la France soit un adolescent mineur chez des papas et mamans qui sont au demeurant beaucoup moins bienveillants que les termes ne le laissent entendre. Le projet de Marine vise à refaire de la France un pays majeur, c'est-à-dire maître de son destin. Effectivement, toute entreprise de liberté est toujours un peu inquiétante quand on quitte papa et maman. C'est toujours compliqué. Il faut chercher du boulot, on n'est pas sûr, il faut payer son loyer, etc. Mais je peux vous poser une question. Qui d'entre vous ici a choisi de rester chez papa et maman plutôt que d'assumer le vertige de sa liberté? Personne. Personne. Et pourquoi dès lors refuser à la nation, c'est-à-dire à nous tous collectivement, lui refuser un destin qui pourtant est communément admis à l'échelle individuelle? L'Europe aujourd'hui, l'Europe rétrécit la France. La France a besoin de redevenir un pays majeur pour être en mesure de parler à la terre entière comme elle l'a toujours fait. Le monde est en train de changer en plus. Le projet de Marine est par ailleurs le seul projet qui est en phase avec le nouveau monde. Les candidats qui sont en face de nous sont des candidats du monde passé, des projets passéistes. Aujourd'hui, la mondialisation, dont il n'arrête pas de bêler les bienfaits sur tous les tons, la mondialisation, c'est Trump, c'est Theresa May, c'est la Russie de Poutine, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le grand retour des États-nations. Alors qui c'est que la France veut envoyer à cette nouvelle table mondiale? On va envoyer Fillon qui disait que son programme c'était Thatcher, c'est-à-dire le programme de l'ancienne mondialisation, celle du libre-échange sans limite, de l'immigration sans limite, de la globalisation financière. Ou est-ce qu'on va envoyer Macron qui dit la même chose mais de manière plus édulcorée? Ou alors est-ce qu'on considère que dans leur monde à eux, la mondialisation c'est se voir tous les 4 matins avec la chancelière Merkel pour boire le thé dans des tasses en porcelaine, le petit doigt levé? La mondialisation, le monde a changé. La mondialisation, c'est l'agrégation des pays qui font le monde. Or, les pays qui font le monde, ils ont changé. Ils ont changé. C'est le grand retour du politique, le grand retour du volontarisme politique, le grand retour de cette idée que non, l'économie n'est pas une fatalité. Non, les marchés financiers, ce n'est pas une espèce de force naturelle qui nous imposerait un peu... Enfin, alors, c'est vraiment... On est revenu à une sorte de conception pré-newtonienne de la science. Un monde où les effets où la nature nous dominait, n'avait pas prise sur la nature. Et alors c'est très marrant parce que quand une entreprise ferme, qui laisse sur le carreau plusieurs centaines de personnes, les explications qu'on entend dans les médias, elles vont dire « Ah oui, vous savez, c'est la mondialisation, c'est comme ça, il n'y a pas rien à faire. » C'est la nature de l'économie contemporaine qui est comme ça, etc. Et puis quand il y a une vraie catastrophe naturelle, genre Xynthia, là on dit attends, c'est quoi la responsabilité du maire là? Il n'aurait pas pu prévoir une catastrophe naturelle, genre le truc qui arrive sans crier gare, dont on ne connaît pas par avance des trucs. Là, on va s'échiner à trouver des responsabilités à un ouragan. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas pu être prévu? C'est la faute des météorologues, parce qu'eux, ils ont les instruments. Mais les phénomènes économiques, à l'origine duquel c'est des décisions humaines, on refuse de s'interroger sur la rationalité ou la pertinence de ces décisions humaines, comme s'ils devaient être prises comme fait accompli. Comme la Guyane en ce moment. Par exemple. Voilà. Et donc, nous disons... Non, le politique a le pouvoir. Nous refusons de rester bouche bée devant une entreprise comme Whirlpool qui ferme alors qu'elle est excédentaire, bénéficiaire, pour aller se délocaliser en Pologne et vendre ses appareils à nouveau en France. Les autres candidats disent « Ah oui, non, ça c'est la nature économique, on ne peut rien faire. Ah, c'est normal, c'est Xynthia, rien à faire. C'est un ouragan, il faut le prendre comme ça. » Ben non, désolé, c'est pas un ouragan. C'est des décisions. Avec un raisonnement comme ça, on a des députés qui pourraient être moins chers aussi en Pologne ou en Roumanie si on exportait nos députés. Sûr.
Le Sénat en Roumanie, ils ont fait de l'économie. Hein. Oui, mais le problème, c'est que en économie, il y a des produits qu'on appelle des produits incompressibles. Voilà. Donc, si vous voulez, ce que je voulais vous dire, c'est que la restauration de notre liberté collective et la monnaie, le pouvoir de battre monnaie, c'est quelque chose de très important. Je vais vous poser une simple question. Nos détracteurs, qui ne cessent de mobiliser des exemples à l'étranger quand il s'agit d'accabler la France et son retard supposé, pourquoi ils ne prennent jamais les exemples de l'étranger concernant la zone euro et l'euro? À savoir, quel autre pays au monde n'a pas de monnaie? Quel autre pays au monde n'a pas de frontières? Mais qu'est-ce que les européistes veulent nous vendre au juste? Si l'euro c'était une si bonne idée, si l'idée d'unifier les pays d'une zone géographique, de les unifier monétairement entre eux, était si porteuse de résultats positifs pour l'ensemble des parties prenantes, que n'a-t-elle été suivie dans d'autres zones du monde? Moi, j'ai été posté aux Émirats Arabes Unis, où je servais au sein de l'ambassade de France. Et je suivais à ce titre le Conseil de coopération des États arabes du Golfe, c'est-à-dire cette espèce d'enceinte qui regroupe tous les pays du Golfe. Donc l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, les Émirats, etc. Et eux aussi, ils ont dans leur escarcelle un projet de monnaie unique, qu'ils n'ont jamais évidemment mis en œuvre jusqu'à présent, mais ils y réfléchissent. Et en réalité, s'il y a une zone au monde qui devrait suivre cet exemple, c'est bien ces pays-là. Tous ces pays-là parlent arabe. Tous ces pays-là ont une organisation sociale à peu près identique. C'est des grandes familles, des tribus, etc. Tous ces pays-là sont de culture et de religion musulmane, donc très proches. Tous ces pays-là ont une économie quasiment identique. Fonctionnent sur la rente pétrolière ou la rente gazière. Seulement plus 60 ans. Tous ces pays-là... Avant, c'était des déserts. Oui, mais peu importe. Tous ces pays-là, aujourd'hui, ont des politiques de diversification. Ils veulent sortir du pétrole, etc. Il n'y a pas plus homogène comme pays au monde que les pays du Conseil de coopération des États arabes du Golfe. Et pourtant, ils sont très sourcilieux de leur souveraineté et de leur indépendance, et jamais, et encore moins avec ce qu'ils voient de la zone euro, jamais ils ne vont passer à un projet de monnaie unique. Donc ça, c'est quand même un argument massu. Les gens qui vous disent « Ah ouais, mais l'euro, etc. » Mais quelle autre zone au monde nous a suivis? Si c'était une idée si géniale, pourquoi on n'a pas été imité? Pourquoi on est les seuls au monde à être comme ça? En fait, notre projet à nous, il est très simple. Il veut refaire de la France une nation comme une autre. Ni plus, ni moins. Une nation avec sa monnaie, une nation avec sa frontière, une nation avec ses règles sociales, sa citoyenneté. Parce qu'il ne vous a pas échappé que la notion de préférence nationale est une notion scandaleuse. Et je le dis ici, mais pas pour les raisons qu'on croit. C'est-à-dire que si on en vient à devoir parler de préférence nationale, chers amis, ça veut dire que quelque part on n'existe plus comme nation et qu'on réintroduit la notion de nation en appliquant artificiellement une préférence. Mais quel autre pays au monde n'accorde pas des droits et des privilèges à ses citoyens dont sont par définition exclus les étrangers? Aucun. C'est d'ailleurs pour ça que la notion de préférence nationale n'existe nulle part ailleurs. Parce qu'il est entendu que quand vous êtes une nation, votre citoyenneté vous donne des droits et des privilèges auxquels n'ont naturellement pas accès les étrangers. Eh oui. Donc, nous, ce que nous envisageons, c'est pas, notre projet, il est ni nationaliste, comme je l'entends, ni extrémiste. Non, pas du tout. On veut que la France redevienne un pays comme un autre, ni plus ni moins, une nation comme une autre. Accorder des privilèges à la citoyenneté. La citoyenneté est le premier des creusets républicains. Et c'est pour l'avoir vidé au cours des 30 dernières années qu'on a aujourd'hui des territoires entiers et des gens dans leur esprit qui font sécession. La seule façon de fondre les différences est de restaurer, de donner une valeur à la citoyenneté française, de lui donner le contenu en clair
de faire en sorte que l'identité nationale qui nous est très chère réintègre la citoyenneté. Que votre citoyenneté, ça soit plus simplement un carton vide, ça soit plus simplement un passeport avec des feuilles, mais que l'identité nationale se retrouve dans ce papier, dans ce carton, qui fait que quand vous le brandissiez et que vous dites « je suis français », ben, on comprend ce qu'il y a derrière, en termes d'identité, en termes de culture, en termes d'appartenance, quelles que soient vos origines, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre couleur. C'est ça qui va effectivement restaurer la paix civile qui est aujourd'hui menacée. La seule façon de restaurer la paix dans notre nation, c'est de redonner vie à notre citoyenneté. Mais on marche sur les deux jambes. On ne peut pas redonner vie à la citoyenneté. On ne peut pas redonner de l'identité à la citoyenneté sans souveraineté. Et c'est pour ça que ceux qui opposent le débat sur la souveraineté au débat sur l'identité se trompent. Tout est lié. Parce que si vous dites la souveraineté, c'est la souveraineté de qui? La souveraineté, c'est une liberté. Mais la liberté de qui? Des Martiens? Non, la liberté des Français. Donc on parle bien d'identité. Et si on parle de l'identité, alors si vous n'ajoutez pas national, ça ne signifie rien. C'est l'identité nationale. Mais l'identité nationale, elle s'exprime comment? N'est-ce pas par la souveraineté? Donc, mais qu'est-ce que vous mettez derrière le mot souveraineté? Parce que c'est pas clair. Ben la souveraineté, c'est ce que je viens de dire, c'est notre liberté collective. Oui, c'est notre liberté collective. Oui, et qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, ce que j'entends par là, je vais vous prendre un exemple, c'est votre bulletin de vote. Vous savez ce que c'est un bulletin de vote? Non, les libertés... Non, mais attendez. Je vais d'abord terminer ma conclusion. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez me reprendre. Le bulletin de vote. Il y a 40 ans, avec votre bulletin de vote, quand vous alliez le déposer dans l'urne, ce bulletin de vote était comparable à une fleur avec plusieurs feuilles. Vous aviez, avec votre bulletin de vote, vous pouviez décider, en tout cas avoir votre mot à dire, sur l'utilisation de la politique monétaire. Il y avait des partis qui vous expliquaient qu'ils étaient pour une monnaie forte. Ils vous expliquaient pourquoi une monnaie forte était un avantage pour la France qu'une monnaie faible. Et d'autres partis vous expliquaient qu'au contraire, une monnaie faible, c'est mieux pour l'économie, c'est mieux pour l'industrie, pour les exportations, etc. Et vous, citoyens, avec votre bulletin de vote, vous pouviez choisir le parti en fonction de vos convictions, monnaie forte ou monnaie faible. Avec votre bulletin de vote, vous aviez votre mot à dire sur l'utilisation de votre budget, du budget de l'État, puisque vous êtes un imposable, un contribuable, donc vous contribuez à l'effort fiscal. Et vous pouviez donc décider de savoir, il y avait des partis qui vous disaient il faut mener une politique de dépenses publiques active. Et d'autres partis qui vous disaient non, justement, il faut faire des économies parce qu'il ne faut pas que l'État dépense trop. Et vous, citoyens, avec votre bulletin de vote, vous aviez votre mot à dire sur ce débat d'utilisation de la politique budgétaire de votre pays. Avec votre bulletin de vote, vous aviez votre mot à dire sur la politique migratoire, sur vos frontières, qui ou quoi vous laissiez passer, qui ou quoi vous refusiez de laisser passer, toujours avec les partis qui structuraient le débat public autour de ça. D'ailleurs, entre parenthèses, quand vous avez vu les débats politiques des dernières élections présidentielles et leur pauvreté, puisque tout ça, en réalité, ce sont des thèmes qui ne sont plus discutés. On discute de 1 point de TVA par là, 1,6 point de CSG par ici, mais c'est tout. Avec votre bulletin de vote, vous aviez votre mot à dire sur votre politique commerciale. C'est-à-dire savoir si vous vouliez négocier un accord de partenariat, votre pays, un accord de partenariat avec telle ou telle zone, tel ou tel pays, ou pas. Eh bien, ce bulletin de vote qui à l'époque était une fleur aux 1000 feuilles, a été progressivement effeuillé, vidé de sa substance. Parce qu'aujourd'hui, votre bulletin de vote, vous continuez à le poser, mais vous n'avez plus du tout votre mot à dire sur la politique monétaire. La politique monétaire est décidée à Bruxelles par des technocrates qui ont des passeports diplomatiques et qui n'ont de compte à rendre à personne. Votre politique, très juste,
votre politique budgétaire, vous n'avez plus votre mot à dire, puisque Bruxelles a bloqué le curseur de la politique budgétaire française sur une austérité ad vitam aeternam. Donc, le choix est fait pour vous, votre bulletin de vote, vous continuez à le déposer, mais là encore, vous n'avez plus votre mot à dire là-dessus. Votre politique commerciale, depuis le traité de Lisbonne, Fillon, entre parenthèses, depuis le traité de Lisbonne, eh bien, c'est Bruxelles qui négocie pour vous quels sont les produits qui vont arriver sur votre territoire sans droit de douane ou avec droit de douane, ça ne vous regarde plus. Donc avec votre bulletin de vote, vous n'avez plus votre mot à dire sur la politique commerciale de votre propre pays. Et je peux continuer comme ça sur des tas de domaines. Donc vous me parlez de qu'est-ce que la liberté collective? La liberté collective, elle consiste à réintégrer toutes les thématiques qui ont été effeuillées sur ces 20 ou 30 ou 40 dernières années, à les réintégrer, à les réincorporer dans votre bulletin de vote, afin que votre liberté collective soit une agrégation de vos libertés individuelles, c'est-à-dire de votre liberté de vote et de votre capacité à infléchir sur les décisions qui sont les décisions de votre pays. C'est ça la souveraineté. Oui, mais comment on la met en place? Ben, c'est très simple. Par exemple, si vous avez... Non mais attendez, si vous avez... C'est très simple. Si la politique monétaire, par exemple, parce que nous avons rétabli la monnaie nationale, la politique monétaire va revenir de facto aux mains de la Banque de France et du gouvernement français. Donc du coup, elle est en quelque sorte reversée dans le débat démocratique. Donc vous allez avoir des partis qui vont discuter de l'utilisation de cette politique monétaire. C'est la seule façon de faire revivre la démocratie, parce que comme le disait fort justement Madame, pourquoi les gens aujourd'hui se désintéressent du vote? Parce qu'ils savent très bien que compte tenu du fait que votre bulletin de vote a été vidé de sa substance, eh bien, l'orchestre change, c'est-à-dire les gens au pouvoir changent, mais la musique jouée est toujours la même, puisque la partition est dictée ailleurs, elle n'est pas dictée par vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, notre projet est un projet éminemment démocratique. Il vise à reverser dans l'escarcelle de la démocratie, c'est-à-dire du choix du peuple, tous les grands débats qui ont structuré le débat démocratique français il y a encore 30 ans ou 40 ans, et qui aujourd'hui ne sont plus de notre ressort. Donc la vérité, c'est que nous ne sommes plus en démocratie. On est dans une démocratie de la forme. Ben oui, vous allez toujours voter, oui, bien sûr. Bien sûr, vous avez des isoloirs, vous choisissez. Mais le problème, c'est la finalité. À quoi il sert ce vote? Si ceux pour qui vous votez, vous ne votez pas en même temps sur la direction ou l'orientation que vous voulez les voir tenir une fois qu'ils sont au pouvoir. Parce que le volant est bloqué et que l'avion France est en pilotage automatique. Ça ne sert à rien. Oui, vous allez voter pour mettre un pilote. Mais le pilote, il est en pilotage automatique. Donc il va faire comme ce film-là, qui était hilarant d'ailleurs. Les dieux nous sont tombés sur la tête. Donc c'est au moment où il bloque là, dans le désert l'accélérateur avec le volant, puis il se lève et dit « Vous voulez boire quelque chose ?» pendant que la voiture continue à rouler. C'est ça. Par rapport au vote, si je peux me permettre, quelle est la position du Front National par rapport au vote blanc? Parce que beaucoup de gens ont tendance à vouloir voter blanc. Et quelle est sa position en fait par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une position quelque... Non, parce que nous encore une fois, là, le vote blanc, c'est aussi un peu comme l'abstention d'une certaine façon. Oui, mais enfin, les gens... C'est pas la même chose, attention. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais je dis que ça procède de la même logique. Voilà, ils se sont déplacés, ils ont fait le geste citoyen, ça mérite reconnaissance. Oui, mais nous, on ne se contente pas de ça, justement. C'est pas qu'on veut obliger les gens à choisir. C'est qu'on comprend que, compte tenu de la pauvreté de notre démocratie actuelle, nous comprenons que beaucoup de gens puissent faire, je dirais, le jeu de l'abstention ou le jeu du vote blanc. Oui, mais la différence entre l'abstention et le vote blanc, c'est que celui qui a l'abstention... Oui, c'est clair. Le vote blanc, il se déplace. Il a une reconnaissance. Honnêtement, nous n'avons pas de position, voilà. mais... Peut-être ça mériterait peut-être de s'y pencher, parce que ça pourrait attirer des gens en disant, voilà, vraiment des gens qui vont reconnaître qu'on s'est déplacé, on a fait notre geste citoyen. Mais nous, on a mieux que ça, monsieur. Nous, on a mieux que ça. Nous disons aux abstentionnistes et aux citoyens qui votent blanc, nous leur disons, si vous voulez vraiment avoir le choix,
votez pour nous. Oui. Voilà. Mais ça, c'est- Parce que la seule façon, finalement, non mais la seule façon de dégonfler le vote de l'abstention ou le vote blanc, eh bien, c'est de redonner du contenu à la démocratie. Une fois que les gens auront compris que leur geste est utile et que vraiment ça se traduira par des changements, les gens feront le geste Oui, mais pour choisir. il faut attirer les gens. Si vous ne les attirez pas, d'eux-mêmes, ils ne font pas. Donc le but, c'est pas de dire, vous n'avez qu'à faire ci, faire ça. Non, il faut les attirer. Et une fois qu'ils sont attirés, effectivement, ils savent que qu'ils vont, à partir du moment qu'ils vont voter blanc, ils savent tenir, ils sont déplacés. Ils disent, voilà un parti qui reconnaît notre vote blanc. Après, comment l'articulation, ça je ne sais pas. Mais au moins, c'est reconnu. Ça, c'est important. Ça, c'est un geste citoyen. Ils s'en moquent totalement que vous votiez blanc. Tant qu'il reste 3 personnes en France pour voter, ils s'en moquent totalement. Mais les gens s'en Rien à moquent faire. pas. Il y a des gens qui sont indécis. Ils votent blanc parce qu'ils ont Ouais, monsieur a quelque part raison, c'est-à-dire qu'on a vu des présidents de la République être élus, on a vu des élections où les gens étaient élus, qu'elles soient d'ailleurs nationales ou locales, etc., ou européennes, encore pire, avec des taux extrêmement faibles, et effectivement, les gens s'en accommodent. Voilà. Vous savez, quand dans un pays, un parti obtient 15 à 20% des voix et qu'il n'a que 2 députés, je vais vous dire, le reste, il passe à la trappe. Hein. C'est un pays où on peut tout faire, en fait. C'est un pays où la démocratie ne veut plus dire grand-chose. C'est d'ailleurs pour ça que dans notre projet, outre la résurrection de la citoyenneté, de la souveraineté qui est notre liberté collective, nous envisageons également de mettre une dose de proportionnel dans le scrutin. C'est quand même inadmissible que des millions de Français n'aient pas de représentation. Pourquoi une dose? Pourquoi une dose? Parce qu'une proportionnelle intégrale, c'est la 4ème République. C'est que le pays devient ingouvernable. Ça sera une élection à la proportionnelle, mais avec une prime au parti majoritaire pour qu'on puisse gouverner. Sinon, c'est pas possible. La prime, combien en pourcentage? Ah bah ça, c'est pas le présidentiel qui traite de ça. Hein. On verra ça après. Pourquoi on ne vous entend pas plus sur les chaînes courantes là, je ne l'ai jamais vu et je trouve que vous êtes assez convaincant. Voilà, c'est ça le problème. C'est vrai qu'on vous voit plus. On ne vous invite pas ou... Moi, je réponds pourtant à toutes les sollicitations, hein, mais Vous pouvez pas tous y aller, non? on peut pas se forcer. Hein, vous savez, ça c'est, comme je dis souvent, c'est comme l'assimilation. Hein, j'ai beau me forcer, je serai pas blond. Hein. Je suis sur BFM Business demain à 12h30. Ah, BFM... Business, pas BFM normal. Ça c'est. Pour être sur BFM normal, il aurait fallu que j'allais dire que je change de sexe quand même pas, mais que je me macronise. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il en était par rapport à la politique bancaire, et notamment sur les principes Henri-Germain de séparation des banques d'affaires et des banques de dépôt, et notamment de supprimer la titrisation qui est justement un vecteur essentiel de propagation des crises financières. Oui, on a prévu un certain nombre de mesures de régulation là-dessus, mais le problème, si vous voulez, c'est que ça, on ne pourra véritablement les décider que lorsque nous serons pleinement et monétairement souverains. Parce que la réalité des régulations bancaires, maintenant, dans le cadre de l'Union bancaire européenne, c'est tout est à la main de la Banque centrale européenne, donc c'est cohérent, quoi. On peut pas, tant qu'on reste dans le système européen, on ne peut pas légiférer de nous-mêmes. Ouais. Ah ben non, parce que c'est des régulations de la Banque centrale européenne, ça. C'est la même chose, ça c'est la même chose par exemple pour le patriotisme économique. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire bénéficier de la commande publique en priorité des entreprises françaises, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas pratiquer un protectionnisme intelligent qui consisterait par exemple à taxer même marginalement des produits en provenance de pays qui n'ont aucune norme sociale, aucune norme contraire à l'Union européenne. Et l'industrie bancaire, c'est une industrie comme une autre. Hein. Je crois que dans la question, Hélas. Dans la question de Michael, il y avait si effectivement on sort du joug. Ah bah évidemment. Évidemment. C'est ça la question. Évidemment. Oui, c'est évident. Et il y a aussi l'une des mesures prioritaires à faire, c'est, vous savez que en fait, l'État
peut se financer de deux façons à travers la Banque de France. Enfin, peut-être que vous êtes un expert dans la matière, mais je vais parler de manière un peu pédagogique pour que tout le monde puisse comprendre. Vous savez que l'État, il y a des recettes, il y a des dépenses. Les recettes, c'est vos impôts. Les dépenses, c'est les dépenses d'investissement, de fonctionnement, les salaires des fonctionnaires, etc. Jusqu'en 1973, lorsque l'État avait des dépenses qui dépassaient les recettes, il avait un différentiel, un déficit. Il allait voir la Banque de France et il disait grosso modo, j'ai un petit trou de 5 milliards, là, tu ne peux pas me les avancer pour que je boucle mon budget. La Banque de France disait, pas de problème, planche à billets. Il filait le liquide au trésor public et comme ça permettait à l'État de boucler son budget. Le 3 janvier 1973, il y a une loi qui est prise par Pompidou, dite loi Rothschild, c'était déjà à l'époque, parce que Pompidou a été banquier chez Rothschild. Alors, contrairement à ce qu'on dit, la loi du 3 janvier 1973 n'interdit pas le financement du trésor public par la Banque de France, elle ne fait qu'établir un plafond. C'est-à-dire que jusqu'à cette loi, le guichet ouvert à la Banque de France pour le trésor public était illimité. En gros, quel que soit le trou de l'État, sa différence entre ses recettes et ses dépenses, il pouvait aller demander des avances à la Banque de France. Alors évidemment, au bout d'un moment, à force de faire fonctionner la planche à billets, il y avait une quantité de billets et d'argent qui circulait dans l'économie qui se traduisait par une inflation galopante. D'accord ? Que les plus anciens d'entre vous ont peut-être connu, l'inflation à deux chiffres, à 10, 11, 12%. Bon. Et donc pour limiter l'inflation et aussi pour responsabiliser les gouvernants, on a dit à partir de cette loi, l'État pourra toujours continuer à se financer au guichet de la Banque de France, mais avec une limite qui était, je crois, de 20 milliards 900 millions de francs de l'époque, ce qui est déjà une somme. Donc il y a le financement direct de l'État, mais il y a aussi le financement indirect. Ça, c'est ce que je viens de décrire, c'est ce qu'on appelle le financement de première maturité ou le financement sur le marché primaire. Il y a le financement sur le marché secondaire, c'est-à-dire l'État ne s'adresse pas directement à la Banque de France, mais émet des bons, des titres, un peu comme une entreprise en bourse, simplement c'est des bons du Trésor, et les vend aux banques commerciales, qui donc achètent les titres de l'État et, en contrepartie, apportent à l'État l'argent frais dont il a besoin. C'est ce qu'on appelle le financement secondaire. Pourquoi le financement secondaire ? Parce que les titres qui, du coup, sont détenus par les banques commerciales, elles peuvent ensuite le réescompter, c'est-à-dire aller le présenter au guichet de la Banque centrale, de la Banque de France, et dire, bon, moi j'ai besoin d'argent, voilà le titre du Trésor public, donnez-moi la contrepartie financière. Donc en gros, l'État quand même arrive à se financer, parce que une des conditions pour lesquelles les banques commerciales achètent les titres de l'État, c'est qu'elles savent que si elles ont besoin de liquidités, elles peuvent toujours aller les échanger au guichet de la Banque centrale contre ces liquidités. En 93, plutôt en 92, le traité de Maastricht interdit totalement le financement primaire. C'est-à-dire il interdit aux États membres de la future zone euro, il leur interdit de se financer directement au guichet de leur banque centrale. Et donc, interdit par la même occasion aussi le financement secondaire. Donc il y a une espèce de barrière étanche entre le financement de l'État et la Banque de France. Ce système bascule dans le droit français par la loi du 1er août 1993 portant autonomie de la Banque de France. Dans le traité de Maastricht, c'est l'article 104 du traité de Maastricht qui interdit le financement monétaire des États. Cet article 104 du traité de Maastricht est repris sous le numéro 123 dans le traité de Lisbonne. Donc l'interdiction est maintenue. Arrive la crise financière de 2008-2009 et son effet collatéral sur l'économie européenne, la crise des dettes souveraines. Qu'est-ce qui se passe ? Les États, ils ne se financent plus que par les marchés financiers depuis maintenant une vingtaine d'années, quinzaine d'années.
Ça veut dire qu'un État ne vend sa dette que sur les marchés financiers, par définition internationaux, puisque c'est la globalisation financière. Le problème, c'est qu'un pays comme la Grèce, dont on a découvert que l'endettement était en réalité beaucoup plus important que ce qu'il avait été dit au départ, les marchés financiers ne veulent plus acheter les titres grecs. Ils se disent, ben non, trop dangereux, trop risqué, c'est un État qui en plus a menti, on n'achète plus de titres grecs. Alors la Grèce, elle se finance comment? On lui interdit de se financer via sa banque centrale. La Banque centrale européenne, évidemment, ne finance pas. Et les marchés financiers ne financent pas non plus les Grecs. Donc comment la Grèce finance-t-elle son déficit public? Et c'est là où, c'est ça qui a fait que la Grèce a failli sortir de l'Union européenne et de la zone euro. C'est ce point-là. Et en réalité, Mario Draghi est arrivé, gouverneur de la Banque centrale européenne, et a dit « Moi, je vais rétablir la possibilité pour les États, en tout cas pour la Banque centrale européenne, de financer les États européens sur le marché secondaire. C'est-à-dire que toutes les banques commerciales et tous les investisseurs financiers qui disposent de titres de la dette grecque peuvent venir les présenter au guichet de la Banque centrale européenne et donc ils auront la contrepartie monétaire. Donc ça a débloqué le système. Qu'est-ce qui s'est passé? Les banques commerciales ont dit cool, nous qui savions plus quoi faire de ces titres grecs invendables parce que c'était des titres toxiques en quelque sorte, parce que l'État grec est infoutu de les rembourser. Eh bien, si la Banque centrale nous les reprend, rien ne nous empêche du coup d'acheter les titres de la dette grecque, puisqu'on sait qu'il y a une possibilité de se les faire refinancer par la Banque centrale européenne. Beaucoup d'analystes vous disent les taux d'intérêt en 2012, les taux d'intérêt de la dette grecque en 2012 avoisinaient les 16%. Donc en gros, la Grèce n'avait plus accès au marché financier. Aujourd'hui, les taux d'intérêt